Donc, avoir un partenariat avec votre chaîne préférée, la TFM, un documentaire qui sera sans doute inscrit dans les annales de notre histoire. Une histoire récente, mais histoire quand même. Bonsoir, messieurs. Nos invités, je commence par la droite. Il est de coutume chez nous de le faire ainsi. Maître Hassimou Touré, bonsoir. Bonsoir, vous êtes avocat à la Cour. Abdou Khadre Lo, DG de Primum Consulting Group. Bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Primum Africa Consulting. Merci. Abdou Khadre Lo et à ma gauche Malik Noël Sek, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de Momsareo, Barkaba. Bonsoir Mamoudou. Directeur de TFM Info et puis Fadel Barro, du coordonnateur du mouvement Yanamar. Alors, première question, qu'est-ce que chacun de vous a surtout retenu de ce document, un document historique? Maître Hassimou Touré. Je vous remercie, Mahmoud Ibn Khan. J'ai écouté attentivement le documentaire produit avec talent par Amadou Diaw, qui commence à nous y habituer. C'est une séquence historique de notre histoire politique, marquée par des soubresauts. Mais ce qui m'a surtout ému dans ce documentaire, c'est que, quelles que soient les confrontations, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quels que soient les tumultes de la vie, le Sénégal sort toujours grandi de l'épreuve. Et ça, il faut le reconnaître le génie sénégalais, magnifier le génie sénégalais qui a pu transcender de façon magnifique, de façon généreuse, ces soubresauts et ces tumultes qui ont eu cours dans un passé récent et qui ont beaucoup affecté notre démocratie. Parce que justement, il se posait une question d'actualité, une question constitutionnelle, une question politique. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'histoire juridique des peuples d'inspiration de droit germano-latin, que le Conseil constitutionnel est un organe politique. Le rôle du juge constitutionnel, c'est de trancher en général le débat politique. C'est pourquoi on a l'habitude de dire que le Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel est un juge politique, parce que justement la matière qu'il va trancher, qu'il va connaître, nécessairement c'est une matière qui se situe à la lisière du droit et de la politique. Et c'était tout le problème, toute la quintessence de la problématique juridique qui était posée. Naturellement, le débat a été agité à l'époque. Je me rappelle, j'avais produit à l'époque un article scientifique qui a été intitulé « De la recevabilité de la candidature du président Wade ». Et j'attirais à l'époque l'attention du Conseil constitutionnel sur le fait qu'il n'était pas question qu'il se déclarât incompétent à connaître de la cause. Et naturellement, l'histoire nous a donné raison. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré compétent à connaître de la cause, de la matière, mais aussi et surtout, il a tranché dans un sens. Très bien. On reviendra dans les détails. Premier tour de table, surtout sur vos impressions, ce qui vous a le plus marqué dans le documentaire. Abdou Khadre Lo, DG de Primum Africa Consulting. Merci Mamoudou. Bonsoir à vous. Bonsoir à ceux qui sont présents sur ce plateau et ceux qui nous regardent à travers la petite lucarne. C'est un documentaire très émouvant à plusieurs égards, parce que ça nous ramène à une histoire récente, très récente, donc encore à fleur de peau, qui a un débat qui a profondément agité le pays dans les 3 années précédentes, les 3 années qui ont précédé en tout cas le scrutin de 2012. Et donc très engagé parce qu'on était à l'orée, si vous voulez. Le Sénégal était à une charnière très importante de son histoire, et dans ce cas de figure, toujours les campagnes électorales, le scrutin électoral est encore quelque chose de très... qui charrie beaucoup de choses dans nos pays. On a la technologie électorale
qui est fétichisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce sont les moments clés, les moments centraux par lesquels l'histoire d'une nation se joue, parce que toute la structure de nos États tourne autour de l'exécutif. D'où, si vous voulez, le poids de cette élection-là, qui est l'élection présidentielle. Donc, c'était chargé, extrêmement chargé, avec si vous voulez, là, je vais éviter de rentrer dans le fond du dossier, mais globalement, donc, ça ressort tout cela. Le documentaire nous montre comment les camps étaient tranchés, comment chaque camp était dans ses positions, dans ses certitudes, et que même 2 années après, on sent que les plaies sont encore vives. On voit Mme Sonko très émouvante dans son argumentaire. On voit l'ancien Premier ministre de l'époque, Abdoulaye Wade, très convaincu de ce qu'il avance. On voit également ce qui était de l'autre camp, ce qui était en face. Nous tous, nous étions en face. Les Sénégalais qui nous regardent tout le monde. Voilà, je suis persuadé que tous les Sénégalais ont eu à jouer un rôle, quel qu'il soit. Quel que soit le degré, mais tout le monde a joué un rôle. Donc là, ce sont des acteurs de premier plan que nous voyons. Mais tous les Sénégalais, si vous les ramenez à cette période-là, ça va faire remonter quelque chose. C'était un débat passionnant qui, si vous voulez, traduisait un moment de vie des Sénégalais, notre commune volonté de vivre ensemble, a, si vous voulez, effleuré. On était à fleur de peau. Et de revenir 2 ans après, il n'y a pas encore assez de recul historique, si vous voulez. C'est ce qui transparaît vraiment de ce documentaire. L'histoire n'a pas fini d'être écrite. Ce que vous voulez dire autrement. Absolument. Alors, Malick Noël Seck, vous êtes un acteur de cet épisode de notre histoire. On vous a même vu dans le documentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Votre propre image, lisant cette fameuse lettre qui a été qualifiée de menace de mort. C'est quoi? Bon, c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce reportage, c'est surtout l'arrogance de M. Yankoba Ndiaye. Ah oui, vous l'avez trouvé arrogant? Je l'ai trouvé arrogant vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas juristes. Vice-président du Conseil constitutionnel. C'est quand même la première fois qu'un juge de son C'est quand même la première fois, mais je pense qu'il accepte de parler devant la caméra. D'accord. Alors, c'est bien qu'il parle. Mais le fait qu'il pense que ceux qui ne sont pas juristes n'ont pas à commenter leurs décisions, je trouve que ça, c'est arrogant parce que quand même la Constitution est soumise à un référendum. Alors s'il faut être juriste pour analyser un référendum, on ne s'en sort plus. Il y a 72% d'illettrés dans ce pays. Nous, en tant que citoyens, on a le droit de donner notre avis. L'autre chose aussi, c'est que lorsqu'il parle de la menace de mort, jusqu'à maintenant, moi je soutiens qu'il n'y a eu aucune menace de mort. Il y a eu un vers d'un poète où on dit « Vivre coûte beaucoup, mourir coûte encore plus ». D'un poète argentin. Alors, vivre coûte beaucoup, mourir également. C'est ce que vous avez dit dans la lettre. Voilà, faire front exige de la dignité. Ça, c'est un auteur qui l'a écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mort est consubstantielle de la vie et vice-versa. On ne peut pas glisser une menace de mort dans un vers d'un poète où la mort est citée comme une équivalence à la vie. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est que le but, ce n'était pas de menacer qui que ce soit. Le but, c'était d'offenser Abdoulaye Wade. Et c'est ce que nous avons fait dans cette lettre. Toute la lettre, en fait, c'est d'Abdoulaye Wade dont on parle. Nous l'avons accusé directement d'être l'assassin de Maître Babacar Sèye. Et nous avons aussi accusé sa famille d'être à l'origine des détournements de biens publics. Alors le but, pour nous, parce que ce n'était pas de menacer les juges, c'était peut-être de venir à leur secours. Et nous avons dit... Les juges n'étaient pas les destinataires de votre lettre, c'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je veux dire, parce que j'ai rappelé aussi au président du tribunal, n'oubliez pas que Abdoulaye Wade a assassiné l'un des vôtres. Monsieur comment il s'appelle, Diakhaté a été le procureur, je crois, ou le juge d'instruction lors de l'affaire de Maître Babacar Sèye. À partir de ce moment-là, on se dit peut-être que les juges, ils ont tous été nommés par Wade. Et l'autre chose... la justice n'a quand même jamais dit que Maître Wade était l'assassin. D'accord, mais il a bénéficié d'un non-lieu. C'est utile quand même de le préciser. Oui, il y a eu un non-lieu. Il y a eu aussi cette loi Aizan, il y a eu le livre d'Abdoulatif Coulibaly, etc. L'autre chose aussi, c'est qu'on voulait aussi montrer aussi aux juges qu'ils ne sont pas au
au-dessus de la loi, parce qu'ils ont fait un séminaire pour nous, un séminaire alors que c'est interdit par leur texte, et les résultats de ces séminaires-là, ils l'ont transmis à Abdoulaye Wade, ce qui est interdit. Donc on voulait leur rappeler aussi que, même en tant que juge constitutionnel, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Très bien, Malick Noël. Barkaba, directeur de TFM Info, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je vais vous provoquer. Est-ce que vous vous sentez visé quand le vice-président du Conseil constitutionnel dit que nous avions une presse orientée? Bel euphémisme pour dire simplement que c'était une presse manipulée. Merci Mahmoud. Juste avant de répondre à cette question, si vous le permettez, je voudrais très rapidement saluer la mémoire du doyen Moussa Paye, grand journaliste, qui a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de Sud et qui nous a quittés. Nous avons une pensée émue pour lui et pour ses proches. Oui, Mamoudou, pour répondre à votre question concernant l'interrogation ou l'accusation du professeur Isaac Yankoba Ndiaye, je pense qu'il y a une part d'amalgame. En tout cas, pour ce qui concerne la TFM et le traitement éditorial de cette question, nous n'avons jamais été pris en défaut. Nous avons essayé simplement de prendre à temps réel le pouls du pays et nous avons été équidistants. Maintenant, c'était une question éminemment politique. Avec une sensibilité à fleur de peau qui faisait que l'on soit d'un camp ou de l'autre, on pouvait s'estimer lésé par rapport au traitement. Mais je pense que la TFM a toujours su raison garder et une bonne partie de la presse. Maintenant, chaque titre et chaque journal a sa propre ligne éditoriale, mais je pense que la TFM n'a jamais été prise à défaut par rapport à la déontologie. Maintenant, pour aller plus en profondeur sur le débat qui nous concerne aujourd'hui, je salue vraiment la pertinence et l'angle de traitement choisi par notre ami et collègue Amadou Diaw. Et c'est un travail très rare de voir qu'une histoire immédiate soit traitée dans un documentaire. Et ça montre toute l'émotion et toute la part de sensibilité qu'il y a de la bouche, de la part des uns et des autres par rapport à leur prise de position. On a vu la séquence émotion avec la veuve du juge Sonko et même à entendre le doyen Isaac Yankoba Ndiaye, éminent juriste, parler, on sent que cette affaire a laissé des séquelles profondes. Maintenant, pour ma part, il faudra surtout retenir de ce documentaire que cela confirme une tendance lourde de la démocratie sénégalaise. C'est-à-dire que les périodes électorales ont été toujours des périodes de très forte tension. Et pour ce qui concerne le Conseil constitutionnel, on a déjà vécu le traumatisme de l'assassinat du juge Sey. Et c'est une histoire qui n'a pas encore livré tous ses secrets, et qui est là, qui est une plaie béante. Et juste après l'élection de 1993, on a passé cette affaire par pertes et profits. Là, le Conseil constitutionnel a tenu en haleine et en otage tout le peuple sénégalais, mais s'il n'y avait pas un documentaire de ce genre, tout cela releverait de l'anecdote, alors qu'on a été à 2 pas du précipice. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme principale leçon? C'est que les politiques ou les politiciens sénégalais, souvent, quand il y a des enjeux électoraux très forts, prennent en otage l'ensemble du peuple sénégalais. Et l'autre élément sur lequel je voudrais terminer très rapidement, c'est que cette histoire qui a failli être tragique, et qui est même tragique parce qu'il y a eu des morts d'hommes qu'il ne faut pas minimiser concernant l'élection précédente, montre jusqu'où le mimétisme constitutionnel et notre tendance, après les indépendances, à copier tout ce qui vient de la France peut nous porter préjudice. Parce que le Conseil constitutionnel français est né dans un contexte particulier. C'était un Conseil constitutionnel né de la volonté du général de Gaulle après la Constitution de 1958 et qui lui a été
totalement inféodé. Très bien. On est dans le fond du débat. Oui. On est dans le fond du débat. Non, on reviendra là-dessus. Ce que vous dites est très intéressant. Fadel Barro du mouvement Yanama, un des acteurs également majeurs de cet épisode, l'élection présidentielle de 2012. Vous avez également parlé dans le documentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce document d'Amadou Diaw? Merci Mamadou. Je salue à l'image de tout le monde les téléspectateurs et aussi ceux avec qui je partage le plateau. Je remarque deux choses. D'abord, on se rend compte que finalement, chacun de son côté avait sa manière de vivre l'histoire que nous avons, en tout cas les périodes que nous avons traversées ensemble. C'est une histoire sénégalaise. Ça s'est passé au Sénégal. Il y a eu ce sont des personnes qui ont des émotions et qui ont eu des peurs. Il n'y avait pas que les gens qui étaient dans la rue qui l'ont vécu. Une tragédie sénégalaise même. Finalement, bon, il y a eu des morts, on ne peut pas les minimiser, comme l'a dit tout à l'heure Barka. C'est une tragédie, bon, peut-être c'est très fort, parce qu'au bout du compte, c'est le peuple qui a gagné. Au bout du compte. Et au-delà des émotions, il y a eu beaucoup d'émotions dans le documentaire, si vous regardez, j'ai beaucoup de respect pour Madame Sonko, la veuve qui parle. On se rend compte que il y a eu aussi les juges avaient des enfants, ils avaient des mères, ils avaient des familles. Bref, il y a ce fait-là qu'il faut remarquer. Mais au-delà de ça, je remarque, et c'est vraiment constant, il y a eu d'une part la volonté populaire de faire avancer la démocratie, quel que soit ce qu'en pense le droit, quels que soient les arguments de droit. Cette dame qui dit « Nous allons instaurer un conseil constitutionnel populaire ». C'est un recours. Elle insinue le recours de la rue, le recours des populations à prendre en chose la main quand les institutions n'arrivent pas à satisfaire en tout cas la demande populaire. C'est un recours et c'est ce qui est arrivé. Donc je disais qu'il y a d'une part la volonté populaire qui veut faire avancer sa démocratie, parce qu'au fond, de quoi il s'agit? D'un troisième mandat d'un président. Et le Sénégal a pensé définitivement à avoir fini avec ce système-là depuis 2000. Donc il y a eu le peuple qui veut avancer, qui veut aller de l'avant. Et d'autre part, les institutions qui ne suivent pas. C'est à ce niveau qu'on peut faire des reproches au Conseil constitutionnel, quel que soit ce que dit le droit. Le peuple sénégalais a une forte aspiration à dépasser un épisode. Et cet épisode-là, c'est quoi? C'est que n'importe qui, ou bien un parti politique, peut à tout moment utiliser le droit pour se maintenir au pouvoir. Et le peuple, en tout cas nous, Y'en a marre, qu'est-ce qu'on se disait? C'est que le droit, c'est une conquête. C'est une conquête, il faut aller l'arracher. Et le peuple s'est exprimé. Et jusqu'à présent, si c'était à refaire, quels que soient les arguments basés sur l'émotion ou pas, de droit ou pas, s'il s'agit de conquérir et d'aller de l'avant pour faire avancer notre démocratie, je pense que le peuple est prêt à faire le sacrifice. Et le documentaire l'a bien relevé. On a beau parler, mais en définitive, il s'agit de quoi? D'un peuple qui veut aller de l'avant et des institutions incarnées par des personnes qui sont moulées et formatées dans des systèmes qui ne prennent pas en compte souvent. Ils ont un peu du mépris vis-à-vis du peuple. Parce que c'est eux les sachants, c'est eux les savants, il n'y a qu'eux qui tranchent. On ne tient pas compte de l'aspiration du peuple à aller de l'avant. Moi, c'est ce que je remarque, en tout cas d'emblée, en regardant le documentaire. Nous allons terminer ce premier tour de table. Avec le téléphone, nous avons Aliou Ndiaye qui est en ligne. Bonsoir Aliou Ndiaye. Bonsoir Mamadou. Oui. Je salue vos invités sur le plateau, les téléspectateurs de Télé Futurs Médias. Oui. Je m'incline aussi devant la mémoire de notre doyen Moussa Paye que nous avons perdu. Merci. Et je voudrais donc profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille. Merci Aliou Ndiaye et nous nous associons à toi pour présenter nos condoléances donc à la famille de Moussa Paye, paix à son âme. Aliou, vous êtes ancien directeur de campagne du candidat Youssou Ndour, candidature qui a été finalement invalidée. Vous avez certainement regardé ce document de notre confrère Amadou Diaw. Qu'est-ce que vous en avez retenu le plus? Bon, déjà il y a beaucoup de points qui ont été soulevés. Il y a un débat intéressant. J'ai écouté ce que le professeur Isaac Yankhoba Ndiaye a dit concernant spécifiquement la candidature de Youssou Ndour. Je pense, comme l'a dit Malick Noël, je ne vais pas utiliser les mêmes termes. Je ne vais pas dire qu'il a été d'une certaine manière, qu'il a fait preuve d'une certaine arrogance, mais je pense qu'il y a une certaine
désinvolture dans sa manière de poser le problème, de rappeler ce qui s'est passé et de donner sa version des faits. Ce que je peux dire et que j'ai répété d'ailleurs ce matin dans les colonnes de l'Observateur, c'est qu'au moment du dépôt de candidature de M. Youssou Ndour, M. Isaac Yankhoba Ndiaye n'était pas sur place. Il a aussi dit que Féké Mathibole était allé chercher des signatures, je crois, à la Médina pour se faire invalider. Mais je pense que le document rendu par l'Union européenne à la fin de l'élection présidentielle disait pratiquement le contraire. Le document a spécifié que les signatures déposées par Féké Mathibole étaient valables. Mais je pense que le fond du problème, et Fadel Barro l'a dit, c'est le droit, la législation, les textes que nous votons, c'est pour qui? C'est pour le peuple sénégalais ou c'est pour défendre les intérêts d'un groupe? Et ce qui s'est passé à ce moment précis de l'histoire du pays, c'est qu'il y avait un peuple qui voulait avancer dans le sens de l'amélioration de notre démocratie. Et il y a des gens qui, à un moment donné, ont préféré avoir une lecture littérale de la Constitution pour servir les intérêts d'un groupe. Et je pense que ce qui s'est passé durant ces moments-là, ces moments de tension vécus par les Sénégalais et ces vies qui ont été perdues devraient pousser un certain nombre d'intellectuels sénégalais à faire preuve d'un peu plus d'humilité. Parce que j'ai vu la veuve de M. Sonko qui a parlé durant ce reportage, son témoignage est poignant. Mais j'aurais bien aimé voir aussi la veuve de Mamadou Diop, par exemple, qu'il puisse aussi nous dire un peu ce qu'il a ressenti quand il a perdu son mari qui était sur la place de l'Obélisque, qui se battait pour que la constitution du Sénégal soit respectée. Et notre conviction pour l'essentiel est faite, moi en ce qui me concerne, que Abdoulaye Wade n'avait pas droit à un troisième mandat. Et des gens comme nous, des Sénégalais anonymes, se sont levés pour se dresser contre cela. Maintenant, tout ce qui s'est passé, pour moi, participe de ce qu'on appelle les péripéties. Mais la leçon qu'on en tire, c'est que le peuple sénégalais a gagné et le peuple sénégalais a avancé. Très bien. Aliou Ndiaye, on se retrouvera tout à l'heure avec un niveau de volume un peu plus bas de ton téléviseur. Hassimou Touré, le documentaire commence quand même par une révélation du vice-président du Conseil constitutionnel qui dit que les 5 sages avaient déjà anticipé sur la question de la recevabilité ou non de la candidature du président Abdoulaye Wade, le président sortant d'alors. Et cette préparation a commencé déjà avec Mireille Ndiaye comme présidente du Conseil constitutionnel. Question naïve, question innocente si vous voulez, question de profane. Est-ce que ça vous heurte en tant que juriste? Non, ça ne peut pas me heurter parce que tout simplement, la matière juridique est une matière particulièrement mouvante, pernicieuse et vicieuse. Et que, comme le dit le professeur Jacob Ndiaye, un grand ami que je salue au passage, le travail a été entamé depuis longtemps. L'avez-vous trouvé arrogant? Non, je ne crois pas qu'il soit arrogant, mais il est écœuré. Il est écœuré par les colibés qui ont été jetés sur les membres du Conseil constitutionnel, qui étaient au service de la nation, en service commandé, et que, par voie de conséquence, je crois que je respecte bien mon ami Malick Nawal Seck, il a ses convictions, il a son agenda, mais je crois qu'il y a des termes qui heurtent, parce qu'il était au service de la nation, il était au service de l'État du Sénégal, il était au service des populations, même si par extraordinaire, il peut avoir une position qui ne va pas nécessairement et certainement rimer avec les ambitions et les convictions du peuple. Mais pour en revenir à notre sujet, oui. Je disais que Napoléon Bonaparte disait que pour qu'une constitution soit bonne, il faut qu'elle soit courte et obscure. Pourquoi? Parce que c'est pour permettre aux princes, lorsque des problèmes d'interprétation se posent avec acuité, de pouvoir puiser dans le réservoir constitutionnel les arguments juridiques et techniques qui plaident en sa faveur. Les rédacteurs de la Constitution de 2001, la Constitution référendaire de 2001, le professeur Babacar Gueye l'a dit, le professeur Dembassi l'a dit, n'ont pas été
ne sont pas allés jusqu'au bout de leur logique. Mais vous me permettez aussi de relever une contradiction entre, parce que c'est important et c'est l'intérêt de ce document, là où professeur Pape Demba Sy dit le juge est l'interprète authentique des textes de droit, plus loin, le professeur Babacar Gueye dit que le président de la République est un interprète authentique aussi de la Constitution. Mamoudou, il faut qu'on s'entende bien. Il faut qu'on s'entende. J'ai écouté les positions des uns et des autres.